Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar, le Pokédollar du mois de juillet. Nous allons analyser ensemble les meilleures ventes de ce mois-ci. Comme d'habitude, si votre carte favorite du mois ne se trouve pas dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que nous analysions ensemble les ventes du mois. Puisque forcément, vous le savez, j'essaye de faire un format relativement réduit, donc je ne peux pas tout montrer. Bref, on va pas perdre plus de temps, on commence avec le magnifique Dracofeu de la série Expédition. Alors magnifique, ça dépend un petit peu des points de vue. Moi personnellement je ne l'aime pas trop, mais je sais qu'il y en a pas mal de personnes sont attachées à cette carte dans le TCG. De la série Expédition, elle est partie pour 8700$. Illustration donc de Sugiyama, illustration un petit peu 3D, la 3D de l'époque, un petit peu bizarre. Alors après, ce qui est sympathique, c'est l'effet holographique. C'est vrai que cette carte brille de mille feux. Quand vous l'avez entre les mains, en général, elle claque bien, malgré l'illustration un petit peu paradoxale. La carte claque pas mal, donc ça reste plutôt cool. C'est la 6ème sur 165. Elle est partie en PSA 10 pour 8700$. Au niveau de l'historique, eh bien, on avait une vente à 12 000$. Bon, on a effectivement une petite baisse qu'on remarque. Après, c'est logique sur des cartes comme ça, étant donné qu'on est quand même sur de gros montants pour une simple holo e-series. C'est vrai qu'en général, les cartes qui valent très très cher dans les e-series, Aquapolis, etc., Skyridge, ça va être les cristals, les cartes cristal. Et ici, sur de simples holos, même si c'est Dracofeu, bon, on n'a pas l'habitude quand même de voir des montants aussi hauts. Donc 12 000$ au niveau de l'historique, pour moi, c'était trop élevé. D'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, dans un des précédents numéros de Pokédollar. J'avais dit que cette carte-là était un petit peu surcotée à mon goût. Et donc, c'est pour ça que le 8700$ me semble un prix beaucoup plus honnête. Alors après, attention, population 44, c'est très très peu. C'est très très peu pour une carte tout de même qui fait partie des e-series et qui donc est dans un état assez incroyable. C'est vrai que quand vous sortez une holo de ces séries-là de booster et que vous l'envoyez à la gradation, manière générale, elle a 10, elle peut avoir 9 bien évidemment, mais le 10 c'est quand même beaucoup plus probable que sur d'autres séries comme les premières séries du Block Wizard ou même celles du Block X. Voilà, donc au niveau de ma prévision, j'ai prévu 9 000$, c'est-à-dire que je pense qu'on va être dans une phase de stabilisation. Ça reste une carte Dracofeu, on le sait, c'est comme ça, les cartes Dracofeu valent plus cher que la moyenne, valent plus cher que les autres, donc je ne vois pas une descente plus importante que celle-ci s'amorcer dans les prochains mois, surtout avec une carte qui a une population aussi faible que ça. Mais en tout cas, cette vente me paraît assez correcte. On continue avec le Tortank d'Expédition. Donc vous allez voir que aujourd'hui les cartes sont plus classées par série, donc ça va être un petit peu plus facile pour moi et pour vous de vous y retrouver là-dedans. Comme ça on est trié par époque et par série, c'est quand même plus facile et plus agréable pour vous aussi qui visionnez la vidéo. Donc là on est sur le magnifique Tortank de Masago, beaucoup plus beau à mes yeux que le Dracofeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce Tortank qui est absolument magnifique, c'est la 4ème sur 165 de la série Expédition, toujours en PSA 10, qui est parti pour 1740$. C'est quand même fou que la carte se vende 8 fois moins cher que le que le Dracofeu de la même série. Après voilà, Tortank et Dracofeu, les deux n'ont jamais eu la même popularité, mais en termes de beauté d'illustration, en tout cas, on est vraiment sur deux écoles. 1740, c'est pas mal, donc on est sur une stabilisation par rapport à la dernière vente qui s'était déroulée. On était à 1770$, donc grosso modo, on garde les mêmes montants. Au niveau de la population, cependant, qu'est-ce qu'on remarque ? Que cette carte est plus facile à grader. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux fois plus de Tortank que de Dracofeu. Donc ça c'est bien aussi que les cartes soient classées comme ça. On peut faire des comparatifs entre les séries et entre les cartes. Rappelez-vous, le Dracofeu on était à population 44 et là le Tortank on est à 77. Donc on est quasiment sur un facteur 2. Au niveau de la prévision, à mon avis, on va un petit peu monter. Je ne pense pas que cette carte va perdre de la valeur, peut-être une stabilisation du marché, mais je pense qu'il n'y aura pas de correction spécifiquement sur cette carte, en tout cas dans les mois à venir. Donc une stabilisation autour de 2000$ me semble quand même beaucoup plus logique. On verra ce que ça donnera, mais je pense qu'on va se stabiliser aux alentours de ce montant.
Donc je vous rappelle, hein, vous avez la date de vente de ces cartes-là au milieu de votre écran, juste à côté du logo PWCC. D'ailleurs, hein, encore une fois, toutes les ventes dont je vous parlerai aujourd'hui, eh bien, se sont faites via la plateforme PWCC, qui est une plateforme d'enchères, hein, pour ceux qui ne le savent pas, même si je l'ai maintenant rappelé pardon, à de maintes reprises lors des différents numéros de Pokédollar qu'on a pu faire ensemble. Mais effectivement, hein, la plupart de mes ventes, des ventes dont je parle ici, s'effectuent sur PWCC, donc une plateforme d'enchères américaine. On continue avec le Tyrannosif Obscur de la série Neo Destiny en première édition PSA 10. Donc la carte est partie pour 3480 $, c'est pas mal, ça reste en deçà hein, du montant qu'on avait pu voir précédemment qui s'établissait à 4080 $. Au niveau de la prévision, je vois bien cette carte monter. Pourquoi? Parce qu'elle a souvent eu cette progression en dents de scie. C'est-à-dire que quand vous regardez les différentes ventes sur ce type d'holographique de Neo Destiny, eh bien vous vous rendez compte, en PSA 10 en tout cas, que de manière générale, on a une progression en dents de scie avec certaines qui partent à des prix extravagants, on se demande pourquoi. Ensuite, il y a une grosse correction, ça part très très peu cher, les gens se demandent ce qui se passe, et puis après ça remonte, voilà. Donc typiquement sur les cartes que j'appelle en dents de scie, on verra un petit peu ce que ça donnera à l'avenir, c'est pour ça que j'ai fait une proposition avec une prévision à 3700 $. Pourquoi? Parce que comme là on a le montant un petit peu bas par rapport au précédent historique, eh bien je suis ma progression, ma logique, ma pensée, pour qu'on se stabilise vers 3700 $ lors de la prochaine vente. On verra bien ce que ça donnera. Population 158, donc ça reste une carte qui est trouvable. C'est une population relativement décente, hein, voire même assez importante. 158 en PSA 10. Donc c'est quelque chose qui se trouve quand même relativement facilement, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai fait cette prévision-là. On verra. Neo Destiny édition 1, forcément, ça rajoute un énorme plus par rapport à l'édition 2. Cependant, il faut bien garder en tête que sur les cartes anglaises, le gap entre l'édition 1 et l'édition 2 est moins important que en français. Nous, c'est vrai que entre Neo édition 2 et Neo édition 1 en français, vraiment, j'ai tendance à dire un abysse, hein, une falaise véritablement entre les deux. En anglais, c'est un petit peu moins le cas, et c'est vrai que hors cartes brillantes, et encore, les cartes de Neo, alors essentiellement de Neo Destiny, hein, je parle ici, valent pas si cher que ça en anglais. Hein. Neo Genesis, un petit peu plus, surtout sur des cartes phares comme le Lugia, hein, qui valent des sommes astronomiques, mais sur la série Neo Destiny et d'autres séries Neo également, eh bien on se rend compte que même les holos très appréciés, très emblématiques, ne partent pas forcément pour des montants énormes et sont encore relativement trouvables et accessible, donc c'est le cas pour ce Tyrannosif. On continue avec le Shining Steelix. Je vous parlais justement des brillantes de Neo, essentiellement Neo Destiny, hein, qui ne valent pas des 1000 et des 100, et bien c'est le cas pour ce Steelix brillant qui ne part que à 1140 $, hein. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer cette carte lors de ce numéro de Pokédollar. Ça m'a marqué parce que on se rend pas forcément compte à quel point les Shining édition 1 anglaises sont trouvables, alors que pourtant ce sont des cartes magnifiques, énormément appréciées. Alors certains n'aiment pas l'anglais, hein, c'est vrai, nous en France on collectionne un petit peu le japonais, on collectionne surtout le français, on est très très chauvin, c'est bien, ça a des qualités, mais on a tendance à pas du tout aimer les cartes anglaises. Alors moi je ne m'inclus pas dans le lot, hein, parce que je collectionne beaucoup l'anglais, mais énormément de personnes, bon, essentiellement ceux qui considéraient lorsqu'ils étaient jeunes à la cour de récré que les cartes anglaises étaient des fausses cartes, etc., etc. Il y a plein de facteurs hein, qui expliquent ça, mais c'est vrai que les Français sont un petit peu prudents sur l'anglais, mais c'est pas le cas à l'international. Hein. Comme vous le savez, la collection anglaise est énorme, il y a une demande qui est phénoménale. Alors l'offre est plus grande également, c'est normal, puisque ces cartes ont été beaucoup plus éditées, mais la demande également, elle suit. Puisque ces cartes-là, elles vont être intéressantes aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les autres pays anglophones comme l'Australie, et puis même dans certains pays européens qui collectionnent beaucoup l'anglais, comme les Pays-Bas, voire même l'Allemagne et l'Italie de temps en temps. Donc voilà, énorme demande. On pourrait s'attendre à une carte qui suit, hein, selon les lois de l'offre et la demande. Et bizarrement, sur les Néo, ça a toujours été un petit peu le cas. Elles ne valent pas grand-chose, y compris les plus incroyables, comme le Mewtwo brillant, hein, qui est très très accessible encore en anglais. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, en tout cas parce que
tout le monde n'est pas forcément au courant. Population de 170, ça reste une carte qui est trouvable, hein. 170 c'est quand même une belle population. Au niveau de la prévision, je ne vois pas cette carte ni monter ni descendre, elle est stable depuis très très longtemps déjà. Vous regardez les dernières ventes sur PWCC, même dans eBay vente réussie, vous vous rendez compte qu'on est exactement sur les mêmes montants depuis un petit moment, donc c'est pour ça que j'ai prévu 1200 $. On va se stabiliser selon moi entre 1100 et 1200, ça me paraîtrait tout à fait logique. On continue avec Alligator de Neo Genesis. Donc Neo Genesis, une série qui est quand même beaucoup plus appréciée que Neo Destiny, j'ai l'impression, en Angleterre. Enfin en Angleterre et aux États-Unis, sur les cartes anglaises, on va dire de manière générale. J'ai toujours eu cette impression, pas mal de gens collectionnent uniquement Neo Genesis, par exemple. Hein. J'ai plein de profils Instagram en tête de personnes qui essayent de compléter les holos de Neo Genesis en édition 1 pièce à 10. C'est très très compliqué. Alors encore cet alligator ça va, hein, population 85 ça reste relativement trouvable, mais vous avez des holos de Genesis, y compris en Unlimited, y compris en édition 2, qui ont une population particulièrement faible, hein, très 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 dur à trouver, et donc c'est trésor de guerre, hein, pour certains, ils se concentrent uniquement là-dessus. Donc petite parenthèse par rapport à Neo Genesis, mais en tout cas cet alligator très très sympathique. Donc c'est l'illustration de Ken Sugimori. Comme vous le savez, les starters il y en a deux à chaque fois, hein. Il y a deux alligators, deux Typhlosion et deux Meganium dans Neo Genesis. Et cet alligator là, donc le 4 sur 111, est parti pour 1050 $, c'est pas mal, hein. Au niveau de l'historique, on avait une précédente vente à 870, cette fois-ci ça y est, on a passé la barre des 1000. À mon avis, cette barre, on va rester accroché à ce montant-là. Je ne pense pas que la carte va exploser ni dans un sens ni dans l'autre dans les mois qui viennent, puisque on remarque depuis 2 mois maintenant qu'on est sur une forme de stabilisation du marché anglais. Alors c'est pas le cas pour le marché japonais, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, hein. Vous savez à quel point j'ai de choses à dire en ce moment sur le marché japonais, qui évolue à une vitesse folle. Mais sur le marché anglais, on est sur une véritable stabilisation depuis quelques mois déjà. Donc je ne vois pas pourquoi la tendance s'inverserait incessamment sous peu. C'est pour ça que j'ai prévu 1000 $ pour la prochaine vente, hein, donc à peu près le même prix que cette vente pour Alligator, population 85, comme je vous le disais, donc une carte relativement trouvable. On passe au OO, hein, cette fois-ci de Néo Révélation, édition 1, carte très 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 appréciée, hein, forcément illustration assez emblématique, hein, de Kimiya Masago. Donc en PSA 10 elle est partie pour 2520 $. On voit tout de suite la différence, hein, avec l'alligator qu'on vient de voir récemment. Pourtant on a la même population, vous avez vu, hein, 85 populations pour alligator et 85 également sur OO, donc la différence de prix ne se fait pas vraiment sur la rareté, hein, puisque les deux sont autant trouvables l'une que l'autre, mais vraiment sur l'intérêt que les gens portent à cette carte, hein, ce qui est normal, hein. OO est un Pokémon très apprécié, c'est un légendaire en plus, illustration assez emblématique, et puis là on n'est pas sur la même série, on est mine de rien sur Néo Révélation, ce qui n'est pas la même chose que Neo Genesis, bien entendu. Donc là on a le type feu, hein, au niveau des énergies du OO, édition 1 PSA 10 comme je le disais, parti pour 2520 $, on avait un historique à 2880, donc la carte s'est légèrement stabilisée, légèrement corrigée, ça me paraît tout à fait sain, tout à fait normal. Je pense même qu'on va continuer un petit peu dans cette optique de légère baisse et de légère correction, hein. C'est pour ça que j'ai prévu une prévision à 2500 $, même si ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on soit de toute façon dans une fourchette entre 2300 et 3000 $, hein. Il n'y aurait rien d'étonnant à ça, mais c'est assez intéressant de voir que ce genre de carte tient la forme et tient la route sur un marché anglais, comme je le disais, qui se fait assez timide en ce moment. On continue avec le magnifique Celebi de Skyridge. Pour ceux qui me connaissent, Skyridge est loin d'être ma série préférée, mais au moins il y a certaines cartes sauvables dans Skyridge, certaines cartes qui sont très très jolies, et ce Celebi en fait partie, hein, de Mitsuhiro Arita. Je pense que c'est ma carte préférée de Skyridge, hein, maintenant que j'y pense. Il y a le Noctali Holo que j'aime beaucoup aussi, mais ce Celebi est vraiment magnifique, hein, très apprécié de toute façon. On voit vraiment cette idée de voyage temporel sur cette carte, avec ces couleurs qui rappellent son type psy, qui rappellent le voyage dans le temps, les couloirs temporels, mais également ce côté vert, floral, qui rappelle la végétation, le fait que Celebi reste le roi de la forêt, qu'on peut le retrouver au bois aux chênes, etc. Donc c'est une illustration magnifique, vraiment emblématique, avec le très joli logo de Skyridge, hein, en bas à droite, logo qui nous rappelle bien évidemment le nom japonais de la série, Mysterious Mountains. La carte est partie ici pour 3000 $, c'est bien, elle tient la forme également, c'est le cas de toutes les grosses cartes, hein, en anglais de manière générale, donc il y a peut-être quelques exceptions même si j'en ai pas en tête actuellement, mais disons que toutes les grosses cartes du hobby en anglais tiennent la route et continuent à monter
ou à se stabiliser au pire, alors que les cartes plus modestes descendent un petit peu parfois. Donc quand je dis grosse carte en anglais, bah, je vais parler bien sûr du Dracofeu du set de base, je vais parler du Lugia de Neo Genesis, je vais parler de certaines Crystal, de certaines Shining, je vais parler du Rayquaza Star, voilà. Je vais parler de cartes assez emblématiques, les plus grosses cartes de série, on va dire. Et ben ces cartes-là se portent toutes très bien. Elles continuent à monter en termes de prix, alors que c'est pas forcément une constante sur le marché anglais actuel. Donc c'est assez intéressant de constater ça sur le Celebi, qui est à 3000$, avec un historique de 1880, donc ça me paraît particulièrement cohérent en termes de prix. Au niveau de la prévision, j'ai fait une prévision à 3000 parce que je pense qu'on va rester vraiment sur le même montant. C'est une type... Voilà, ce genre de carte, je la vois pas monter outre mesure, mais en tout cas se stabiliser. Ça, c'est sûr et certain. Elle peut pas se casser la gueule, elle est trop belle, trop rare pour ça. Population de 180, donc elle reste quand même trouvable. Même si, encore une fois, pour une carte e-series, c'est pas non plus énorme. La qualité d'impression à l'époque était absolument énorme, magnifique. Donc quand vous sortiez ce genre de carte de booster, eh bien, vous aviez quand même de belles chances d'avoir un PSA 10, même si le PSA 9 restait tout à fait probable. On continue avec une carte non moins magique, hein, le Nostanfer Crystal de la même série, donc de Skyreach, illustration d'Atsuko Nishida, une des rares cristals qu'il me manque. Voilà, donc petite anecdote, hein, il me faut absolument ce Nostanfer, hein, je l'adore. Je suis en train, vraiment, je le recherche activement ces derniers temps, Atsuko Nishida étant mon illustratrice préférée. 1830$, c'est assez faible, mais d'un autre côté, c'est plus que la cote, hein, mine de rien. C'est une cristal qui est un petit peu boudée, à tort, parce que moi je l'adore. C'est vrai que le Pokémon en lui-même, Nostanfer, c'est pas l'un des Pokémon les plus appréciés de l'univers. Moi, j'ai un grand respect, une grande admiration pour Nostanfer. 1830$, donc ça reste pas mal, comme je vous le disais, par rapport à l'historique qui s'était établi à 1590$. On est sur une population de 88. Ça nous rappelle beaucoup hein, les holos qu'on avait vus précédemment sur Neo Genesis, notamment avec le Alligator. On a beaucoup d'holos qui se situent dans cette range-là, hein, entre 80 et 100 en population en PSA 10. Donc ce sont des cartes qui restent trouvables, mais qui sont pas non plus ultra courantes, quoi. Donc ce très joli Nostanfer, j'ai fait une prévision à 1950. Pourquoi? Parce que à mon avis, enfin c'est peut-être un biais cognitif, mais j'aime tellement cette carte que j'ai presque envie que les gens l'apprécient encore plus, et c'est peut-être ça qui m'a poussé aussi à faire une prévision un petit peu plus haute et à me dire que les gens vont se rendre compte de la beauté et du potentiel de cette carte et qu'ils vont se mettre à dépenser un petit peu plus d'argent pour ce genre d'illustration vraiment magnifique. On continue avec le Grolem, donc Nostanfer et Grolem, c'est les deux cartes cristal qu'il me manque dans ma collection. Bon, j'ai pas le Dracofeu non plus, mais ça je suis pas pressé. Sinon toutes les autres c'est bon, j'ai pu les compléter. Donc ce Grolem a été illustré par Mitsuhiro Arita, hein, c'est la 148 sur 144. Je rappelle que les cartes cristal étaient considérées comme des secrets, ce qui n'était pas le cas des stars à l'époque du Block X. Donc ce Grolem vraiment magnifique hein, avec le soleil crépusculaire, hein. Ceux qui me connaissent également savent à quel point j'aime les illustrations où il y a un soleil qui se couche. 1140$, c'est pas mal, étant donné qu'au niveau de l'historique, on était à 990$, mais vous voyez, bon, c'est sûr que c'est un montant, hein, un K, c'est un beau prix, mais d'un autre côté, pour une carte aussi rare, aussi peu commune et aussi belle, eh ben, ça reste un prix véritablement faible, je trouve, surtout quand on voit des cartes récentes qui partent pour des montants beaucoup plus importants que ça. Il n'y a pas trop de cartes récentes dans cette présentation, mais quand vous voyez les cartes Poncho, les cartes Monk, etc. qui partent pour 3000, 4000$ en PSA 10, voire même plus parfois, c'est-à-dire 4 à 5 fois le prix de cette carte qui a pourtant 20 ans maintenant et qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus belle, etc. Ben, il y a de quoi devenir fou et s'arracher les cheveux, très clairement. Au niveau de la prévision, bah, je pense qu'on va malheureusement, enfin pas malheureusement, c'est bien, parce que ça veut dire qu'elle est encore accessible et qu'on peut se l'acheter assez facilement, mais je pense qu'on va se stabiliser effectivement sur ce genre de montant. Après, à relativiser, puisqu'on est sur 221 en population, hein, donc la rareté de cette carte est quand même bien moindre, on la trouve beaucoup plus facilement. 221, ça commence à faire beaucoup quand même en termes de pop. Le OO, le magnifique OO d'Hajime Kusajima hein, en cristal de la série Skyreach, qui est très sympa. On reconnaît vraiment le style de Kusajima sur cette illustration. Hein. Là, on peut pas nous l'enlever. Ces couleurs violettes dans le fond, dans le ciel, et puis également les textures sur le corps de OO. Eh bien, on ne s'y trompe pas. On est face à du Kusajima avec, bien entendu, les motifs au sol.
Donc très très jolie carte, très emblématique également, qui est ultra appréciée celle-là, hein, comparée aux deux que je viens de vous montrer juste avant. Elle est partie pour 5160 $. C'est pas mal parce qu'au niveau de l'historique, vous avez vu, on était à 4680 $ pour la dernière vente, donc il y a quand même une réelle augmentation là qui s'est produite. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser aux alentours de 5000 encore une fois, parce que on est toujours sur cette idée de carte anglaise. Et comme je vous le disais, autant sur les cartes japonaises, on peut avoir une vraie augmentation ou une vraie baisse parfois sur certaines cartes en fonction de l'époque, autant sur les cartes anglaises, on est vraiment dans une dynamique de stabilisation et presque de gel, hein, de manière générale. Donc c'est pour ça que quasiment sur toutes les cartes anglaises, je vais avoir tendance à prévoir une cote assez identique au prix de vente qu'on observe actuellement. Population de 97, donc là on est voilà, entre une carte rare et une carte plus facile, on va dire, à trouver. À partir du moment où on passe la barre des 100, c'est vrai que ça devient un petit peu plus commun. Barre des 100 en PSA 10, hein, je parle. Mais bon, là, 97, c'est pas mal, sans être non plus énorme. Hein. On a bien vu avec les 221 de Grolem juste avant, ce que ça pouvait parfois donner. On continue avec le Dracofeu de Skyridge. Une carte que moi personnellement je n'aime pas beaucoup, mais je sais qu'elle est très 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 appréciée et je peux le comprendre, hein, très clairement. La seule chose qui me plaît dans cette carte, c'est qu'elle me fait beaucoup penser à la jaquette de Pokémon Ranger, vous savez. Il y avait un Dracofeu sur le premier Pokémon Ranger et je trouve que l'illustration ressemble beaucoup à celle-là. Bref. Illustration de Cookie Saito, le biologiste, un de mes illustrateurs préférés également. Cette carte est partie pour 10 500 $, ce qui est beaucoup, hein, mais c'est pas non plus énorme pour un Dracofeu de Skyridge, étant donné que c'est encore une fois une carte ultra appréciée. Je pense que parmi toutes les cartes e-series, c'est peut-être la carte qu'il faut avoir, la carte qui est la plus appréciée, la carte qui est la plus demandée. Donc forcément le prix va avec, mais au plus fort de la hype, on se rappelle que cette carte partait pour des 15-20 000 $, hein, donc il y a eu une vraie stabilisation, une vraie correction du marché par rapport à cette illustration, et c'est tant mieux. Donc 10 500 $, c'est pas mal. Au niveau de l'historique, on était à 11 700, donc ça a un petit peu baissé, mais je pense qu'on va très très vite revenir dans une range de 11 000. Donc c'est pour ça que je prévois quand même une augmentation, hein, du prix de vente pour pour le prochain Dracofeu Skyridge PSA 10 qui sera proposé. Population de 226, donc c'est énorme, il y en a beaucoup gradés en PSA 10, mais c'est pas pour autant que la carte est moins recherchée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur les cartes anglaises de cet acabit-là. Elles sont tellement recherchées que de toute façon, même si vous aviez une population de 1000, vous en auriez pas assez en PSA 10 pour le nombre de personnes qui les recherchent, parce que ce sont vraiment des cartes internationales qui sont recherchées partout dans le monde, pas comme nos cartes françaises qu'on recherche que entre nous, et passer la frontière, après ça a plus trop d'intérêt pour les autres, quoi. Donc c'est une carte effectivement très très emblématique, et je pense qu'elle va continuer à monter, puisque à l'instar du Rayquaza Star, du Lugia de Genesis, du Dracofeu set de base, etc., pour moi ça fait partie des grosses cartes du TCG anglais, et donc il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas à monter. On parlait donc du Dracofeu Skyridge de la série Skyridge en anglais, et bien là on a la même mais en japonais cette fois-ci, première édition donc de la série Mysterious Mountains. Elle est partie pour 16 200 $, donc ça c'est vraiment très intéressant, hein, de comparer la version anglaise et la version japonaise, parce que pendant très très longtemps la version anglaise était plus chère, et là vous voyez, hein, la version japonaise est maintenant beaucoup plus chère que la version anglaise. Et c'est vrai qu'elle est hyper rare, hein. C'est ultra rare Skyridge en japonais. Je pense que certains ne se rendent pas compte à quel point c'est très 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 dur d'ouvrir du Skyridge de nos jours en japonais. Et donc, elle est partie pour 16 200 $, ce qui est vraiment énorme, hein, historique de 15 000. Alors là, je suis resté assez conservateur, hein. Vous avez vu, j'ai mis une prévision de 15 000, parce que je vois vraiment pas comment cette carte peut évoluer, hein. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez des idées. Mais là, j'avoue que je ne sais pas si on va continuer sur une progression, parce que comme elle est population 43, elle est très dure à avoir, et les gens vont continuer à mettre des sommes astronomiques sur elle, ou est-ce qu'au contraire, on va un petit peu se corriger et revenir à des sommes un petit peu plus décentes, étant donné que c'est assez anormal, on va dire, pour une carte japonaise de série, d'atteindre des montants aussi énormes. Voilà, donc la question est posée, mais en tout cas, c'est très très drôle, je trouve, de faire le comparatif entre les deux langues.
Allez, on continue sur nos cartes japonaises, hein, sur notre présentation des cartes japonaises avec le très joli Ectoplasma, hein, donc de Mysterious Mountains également, première édition PSA 10. Donc la carte est partie pour 1830 $, qui est strictement le même prix que la dernière vente connue, à 1830 $ également, hein, sur PWCC. Donc là, on est sur une véritable stabilisation. Et pourquoi j'ai fait une prévision à 2000? Parce que je pense vraiment, encore une fois, je vous le dis, que sur certaines cartes japonaises, il va y avoir une véritable montée des prix à l'avenir. Alors c'est surtout vrai pour le Block X. J'ai tendance à penser que les cartes en japonais qui sont pour le moment sous-cotées et qui vont continuer leur ascension dans les mois et années à venir, c'est très clairement les stars et les ex du Block X. Donc encore une fois, je le dis à chaque numéro de Poké-Dollar, mais pour ceux qui me découvrent peut-être lors de cette vidéo, je vous le redis une énième fois, foncez si vous avez le budget, foncez si vous voulez faire une part collection et une part investissement, vous pouvez tout à fait lier les deux. N'hésitez surtout pas à vous procurer des cartes du Block X en japonais. PSA 9 pour les stars, ça marche. Et pour les ex du Block X, moi je vous conseille exclusivement du PSA 10. Pourquoi? Parce qu'elles sont très trouvables encore, hein, à des prix vraiment décents. Et elles sont particulièrement sous-cotées. N'oubliez pas que la plupart des ex du Block X en japonais sont issues de decks. Elles ne proviennent pas des séries. Mais franchement, c'est des illustrations sublimes. Et je ne vois ces cartes, je ne les vois que monter en fait à l'avenir. Voilà, donc n'hésitez surtout pas par rapport au Block X à vous faire plaisir sur du japonais. Et au niveau des e-series, c'est déjà très haut parce que ça fait très longtemps, mine de rien, que les e-series augmentent en japonais. Elles sont très appréciées. Pourquoi? Parce que beaucoup plus rares, hein, que les premières séries de Original Era, c'est-à-dire set de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, etc., jusqu'à Neo. Ces cartes-là sont beaucoup plus trouvables en japonais, dans des quantités assez phénoménales. Sur les e-series, c'est déjà beaucoup plus dur et beaucoup plus rare d'en trouver dans des états équivalents au PSA 10. Malgré tout, sur des cartes ultra appréciées comme ça, je vois bien encore une petite montée. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2000, hein, sur une carte en population 215, ce qui est pas mal, mais n'oublions pas que le japonais est beaucoup plus facile à grader. On continue avec le très joli Tyrannosif édition 1 également. Donc carte vraiment trop belle, hein, d'Aquapolis. Et cette carte là, eh bien elle est partie à 660 $. C'est vraiment un prix assez faible, je trouve, et pourtant c'est pas incohérent par rapport à l'historique, puisque la dernière vente connue, eh ben, on peut voir qu'on était à 690 $, donc finalement 660, on est vraiment dans la même range. Au niveau de la prévision, j'ai prévu un 700 $, mais ça me semble encore particulièrement peu, hein, par rapport à une holographique si belle, si appréciée, si populaire que ça. Donc pareil, hein, si vous voulez vous faire plaisir et avoir une carte dans un état exceptionnel, hein, parce que le PSA 10 reste encore accessible, bah franchement n'hésitez pas, allez-y, parce que moi je vous le dis, ces cartes-là, je vois pas un seul monde où dans 4-5 ans on est à ce prix-là. Vraiment. Je ne vois pas comment ça serait possible. Donc ce Tyrannosif qui représente Godzilla dans toute sa splendeur, vraiment c'est pour moi le moment de se positionner dessus. On continue avec le Kabutops Crystal d'Atsuko Nishida. Donc vraiment, pareil, hein, une très belle carte, hein, qui fait pas partie exactement de la même série, parce que vous savez que les séries étaient divisées en deux sur le bloc, sur les e-series japonaises, en tout cas. Bon, on avait par exemple l'exemple de Skyridge, hein, qui était décomposé, avec ici donc la série 4 et Mysterious Mountains. Vous aviez avec Aquapolis Wind from the Sea et Town on No Map. Voilà, donc c'est toujours la même chose avec les séries japonaises de cette époque, même si ça a continué par la suite, hein, bien entendu, sur certaines séries. Là, sur ce Kabutops qui est parti pour 1410 $. C'est très bien. La dernière vente, c'était 1470. Je pense que ça va continuer à monter parce que c'est une carte qui est vraiment très belle, hein, illustration qui est super, et puis population 155. Donc voilà, on est encore sur une carte qui est pas si facile que ça à trouver, hein, mine de rien. 155 c'est beaucoup, mais il y en a qui sont... Il y a des cartes qui ont quand même une pop bien plus élevée que ça. Donc je pense qu'on va quand même se stabiliser, voire monter légèrement sur ce type d'illustration en cristal, très apprécié par la communauté de manière générale. Ensuite, on passe donc sur Aquapolis, on revient sur des cartes anglaises un petit peu, avec donc ce Umbreon, ce Noctali, qui est parti pour 2880, et là c'est vraiment énorme, hein, c'est une des surprises un petit peu de cette
de ce mois de juillet. La dernière était partie pour 1980 $, donc là on est vraiment quasiment à 1000 $ de plus, hein, c'est assez énorme. À mon avis, on va clairement se stabiliser sur des cartes comme ça, parce que même si ça fait partie des cartes à avoir dans le hobby et de manière générale, les grosses cartes anglaises, malgré tout, c'est pas la carte la plus rare, quoi, on va dire. Hein. Population 81, ça reste quand même assez trouvable, et puis moi personnellement je la vois souvent passer, quoi. Je la vois souvent passer, donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura une correction du marché, qu'elle va peut-être se stabiliser aux alentours de 2300 $. On verra bien ce que ça donne. La carte est très très belle, hein, bien entendu. C'est un petit peu elle qui a inspiré les décors urbains qu'on a eu récemment avec Noctali, hein. Je pense notamment à la Alternate et à la VMAX Alternate. En tout cas, c'est une très très belle vente, hein, je trouve. Un prix assez énorme, encore une fois, sur une carte anglaise, hein, ce qui montre que le marché anglais est loin d'être mort. Le Noctali, cette fois-ci, donc l'équivalent japonais de celui qu'on vient de voir précédemment, aux 1800 $. Vous avez vu, hein, c'est pas une règle, hein, le fait que les cartes anglaises, les grosses cartes anglaises valent plus cher que les cartes, que les grosses cartes japonaises, pardon, valent plus cher que les grosses cartes anglaises. On a eu cette exception tout à l'heure avec le Charizard Crystal, mais bien évidemment, c'est pas du tout le cas sur les autres cartes de série. Rayquaza Star, c'est pas le cas. Dracofeu du set de base, c'est pas le cas, hors No Rarity, bien sûr. Donc voilà, de manière générale, les cartes anglaises en PSA 10 continuent à valoir beaucoup plus cher que les cartes japonaises en PSA 10, mais à surveiller ce que ça va donner à l'avenir. Donc toujours illustré par Mitsuhiro Arita, ce petit Noctali en japonais, et donc elle est partie pour 1800, historique 1680, donc la carte est en forme, hein, ça montre qu'on est sur une montée assez faible, mais une montée quand même. Je pense qu'on va rester dans les mêmes montants, il n'y a pas de raison que ce genre de carte en tout cas monte outre mesure. On continue sur les Noctali, hein. Ça fait plaisir un petit peu de voir des cartes de Noctali. Elles sont toutes très belles et puis surtout très très appréciées. Même moi, hein, je ne cache pas mon amour pour Noctali. Donc là, on est face au Noctali de Discovery, hein, de Neo Discovery, avec un très joli swirl, là, on peut le voir ici sur le scan en haut à droite. La carte est partie pour 720 $, donc pareil. Alors là, très très important de noter, c'est que même si c'est Noctali, même si c'est un Pokémon ultra apprécié, les séries Neo, eh ben vous allez avoir, très 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 peu de holos japonaises qui vont valoir très très cher. Voilà, parce que faut pas oublier que par exemple dans Genesis, hein, on l'avait bien vu quand on avait ouvert le display chez Card Hunter, il y a une holo par booster, quoi. Donc c'est beaucoup plus trouvable, beaucoup plus édité. Donc avoir ces cartes là en PSA 10, c'est quand même beaucoup plus simple, ce qui explique le prix. Donc vous allez jamais avoir des sommes astronomiques, même sur les très 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 grosses cartes de Neo, y compris sur le Lugia de Genesis, hein, par exemple. Donc ce Noctali vraiment très très stylé, il est quand même petite montée, hein, par rapport à la dernière fois qui était à 630 au niveau de l'historique, là on est à 720, stabilisation voire légère montée, donc je pense qu'on va se stabiliser autour des 700, ça me paraîtrait assez logique pour une carte comme ça qui reste très très appréciée, bien que particulièrement trouvable, hein. Vous avez vu la population 638, on est beaucoup à l'avoir, hein, on est vraiment beaucoup à l'avoir, donc on n'est vraiment pas sur le même ordre de rareté, que ce soit par rapport aux e-series ou que ce soit par rapport au Block X, hein. Vraiment deux salles, deux ambiances, au niveau du japonais en tout cas, vraiment pas sur la même rareté. On continue avec un petit peu de Block X, on en parlait, ça fait plaisir d'en voir également. Donc là on est sur la série Espèce Delta, donc Espèce Delta en japonais c'est Holon Research Tower, illustration de Ryo Ueda, donc c'est une carte holographique, hein, je rappelle, pas de reverse à cette époque-là en japonais. 930 $, donc c'est vraiment pas mal, même si ça reste en deçà du montant de la précédente vente qui était à 960 $. Bon, on va dire que c'est du pareil au même, on est sur une stabilisation. Je pense qu'on va rester dans ces eaux-là parce que pour le coup ça me paraît quand même pas mal, hein, pour une holo du Block X. Faut pas oublier que les holos du Block X, il y a pas si longtemps que ça valait rien, hein. Là maintenant elles sont devenues ultra appréciées et heureusement je suis le premier à m'en féliciter puisque moi je les adore. Mais j'avoue que les holos du Block X, pendant très très longtemps, les gens ne les regardaient même pas, hein, tellement elles étaient communes. Même pas tant communes, mais elles paraissaient communes. Elles paraissaient communes par rapport aux holos précédentes qu'on avait notamment dans Wizard. Donc voilà, c'est assez intéressant de noter que, par exemple, sur des cartes comme ça en PSA 10, on a dépassé le montant du Noctali Neo, quoi. C'est plutôt cool de se faire ce genre de réflexion. Donc édition 1 ici. Donc comme je vous le disais, je pense qu'on va rester sur un montant assez stable, mais ça me paraît vraiment très très intéressant à noter dans le marché des Noctali.
On continue avec le Blaine's Charizard, donc le Dracofeu d'Auguste, de la très très jolie série Gym Challenge en édition 1. PSA 10, elle est partie pour 4320$. Donc là, on est typiquement sur le genre de série où l'édition 1 va complètement tout changer par rapport à l'édition 2. Gym édition 2, ça reste très trouvable. En display, vous en trouvez encore hein, des displays Gym édition 2, même si ça reste pas mal, hein, ça reste très très stylé. Au niveau des cartes, par contre, ouais, là le gap va être assez énorme. L'édition 2 est recherchée sans plus, mais l'édition 1 en anglais hein, est ultra appréciée. Donc 4320$, ça reste une belle somme. Après, c'est Dracofeu, donc ça reste à mesurer quand même. Hein. C'est pas non plus énorme pour le Pokémon le plus apprécié du hobby, hein, on peut le dire. Au niveau de l'historique, surtout, on avait une vente à 5040$. Hein. Donc là, il y a une véritable correction. Comme quoi, hein, parfois aussi, il faut pas se dire que tout marche, que tout monte. Non. Parmi les grosses cartes également, parmi les Pokémon les plus populaires comme Dracofeu, eh bien, il y a aussi des corrections du marché. Hein. Il faut pas s'en étonner. On l'a déjà vu par le passé, lors de la hype avec les montants astronomiques qui ont été atteints, que ce soit d'un côté par le Dracofeu première édition du set de base anglais qui était quasiment arrivé à 400 000$ et qui maintenant s'est stabilisé entre 180 et 200 000$. Même le fameux Topsun, Blueback, etc. Donc, énormément de Dracofeu qui ont beaucoup monté à une époque et qui ensuite sont redescendus aussi vite. Ce Dracofeu là, on a une petite baisse. À mon avis, on va se stabiliser quand même sur un montant légèrement au-dessus, hein, légèrement supérieur de cette vente-ci. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4500$ par rapport à la précédente qui était à 4320. Enfin, par rapport à cette vente actuelle à 4320. Ceci dit, population de 380. Hein. Donc ça reste une carte assez trouvable. Et pourtant, c'est pas si facile que ça à grader Gym. Hein. Gym, on a souvent des petits défauts de silvering, des micro-rayures, des print lines, des choses comme ça. Donc c'est pas si évident que ça à grader. Et pourtant, on est sur 380 en population en PSA 10 sur cette carte-là. Ça explique aussi le fait que c'est pas non plus la carte la plus recherchée du bloc Wizard. En tout cas, très sympa comme vente. Je montre assez rarement des cartes Legendary Collection. Ben, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion dans ce numéro de Pokédollar de vous en montrer. Un petit Zapdos Legendary Collection. Donc Legendary Collection, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une réédition des premières séries. Vous le voyez au logo hein, qui est différent. Petit logo juste à droite, en bas à droite du cadre, alors que sur le set de base, il n'y avait pas de logo. Hein, vous le savez. Illustration de Kensuke Mori, toujours, hein, c'est la réédition du Elector classique qu'on connaît tous du set de base. En PSA 10 pour 1350$, c'est pas mal, parce qu'au niveau de l'historique, on était à 1075. Ces cartes-là, même si ce sont des rééditions, elles sont très appréciées. Hein. Bon, surtout les Reverse, hein, les Reverse de Legendary Collection, vous savez à quel point elles sont appréciées avec leur effet multicolore, arc-en-ciel, shining, bling de partout. Mais les holos classiques également le sont, et donc c'est assez intéressant de voir que des cartes comme ça peuvent partir pour des montants assez importants. Au niveau de la prévision, je pense quand même qu'on va se stabiliser, parce que comme ce ne sont pas des cartes très recherchées non plus et très demandées par beaucoup de collectionneurs, je vois pas pourquoi d'un coup elle exploserait alors qu'il y a mine de rien assez peu de demandes sur des cartes comme ça. Population 46, c'est très peu, c'est vraiment pas énorme. Après, c'est assez dur à grader Legendary Collection, hein. Vous avez souvent des points blancs au verso. Malgré le fait que ce soit dur à grader, qu'il n'y en ait que 46 en PSA 10, c'est vrai que je ne vois pas passer tous les jours des postes de recherche d'holographique de Legendary Collection, hein, et a fortiori de OO, enfin de Zapdos, pardon, de Elector. Donc voilà, ça reste pas non plus la carte de l'année. On continue avec le fameux Raichu Obscur de Team Rocket, la secrète de Team Rocket, qui est pour moi un mystère. Hein, cette carte-là, c'est un mystère à quel point elle est peu chère, hein, quelle que soit la langue d'ailleurs. Hein. En français, bon, ça va, elle est quand même assez appréciée et elle vaut son petit pesant de cacahuètes. Mais en anglais et en japonais, vraiment, enfin surtout en anglais, c'est 1590$ pour la première secrète comme ça, de Team Rocket, 83 sur 82, illustration de Mitsuru Harita, carte en plus très appréciée. Raichu est un Pokémon apprécié, la carte a tout pour plaire, mais c'est vrai que son prix n'a jamais véritablement décollé, à 1590. Quand vous vous dites que c'est 2 fois moins cher qu'un Pikachu Munch, ou Munk, hein, vous dites comme vous voulez, de récent, là, de 2018, ça fait un peu mal, hein, ça pique un petit peu, mais bon, au niveau de l'historique, force est de constater que c'est au-dessus, hein, puisque pourtant, la dernière vente était à 1350$, là on est à 1590$, donc mine de rien, celle-ci c'est bien vendu, hein. Donc c'est vraiment le mystère, hein, cette carte, j'ai toujours trouvé que c'était un mystère, malgré la population de 236, hein, c'est beaucoup, hein, 236 en population, mais la carte est tellement appréciée que ça reste assez marrant, je trouve, à analyser.
On continue, alors là c'est la vente qui a fait parler, hein, le Pikachu Star de Fantobolon, qui est parti en PSA 10 pour 11 700 $. Ah, j'ai reçu tout de suite un message de Fly Home là, hein, vous imaginez bien. Mais pour le coup, je crois qu'il y en a une qui s'est vendue, je crois 1 ou 2 semaines après, pour un montant bien inférieur à ça, mais c'était pas sur PWCC, c'était sur une autre plateforme. En attendant, c'est vrai que c'est énorme comme montant, surtout quand vous savez que au niveau de l'historique, la dernière était partie pour 10 000 $. Donc là, ça a quand même bien monté, et puis la carte se porte très très bien. C'est cool. C'est cool parce que c'est illustration de Fantobolon. Déjà, Fantobolon, série très très appréciée. En plus de ça, c'est une star qui est ultra belle, ultra quali, c'est Pikachu, c'est la mascotte, les gens l'apprécient, donc non, ça fait plaisir de voir des montants comme ça. Après, selon moi, on va pas rester quand même à ce niveau-là, parce que ça reste quand même beaucoup pour une carte qui est 107 en population, c'est pas mal, hein. Oubliez pas que la plupart des stars du Block X en anglais, je parle, ont une population inférieure à 50, hein. La plupart ont une population inférieure à 50, donc 107 c'est quand même le double, c'est beaucoup. Après, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes, le prix n'est pas non plus incohérent, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je pense quand même qu'on va se restabiliser aux alentours de 8-9 000 $, hein, c'est ce que j'ai mis dans ma prévision. Cette carte-là a pendant très longtemps été entre 5 et 6 000 $, là maintenant c'est normal qu'elle commence à monter, mais je pense qu'on va se stabiliser quand même aux alentours de 8-9 000 $, enfin moi personnellement ça me paraîtrait quand même beaucoup plus cohérent. On continue avec le Ronflex X de la série Team Rocket Returns. Donc cet ex-là, c'est vrai, on en parlait avec Cards Hunter il n'y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être l'ex la plus recherchée de la série Team Rocket Returns, hein, bizarrement. Moi, c'est loin d'être celle que je préfère, même s'il est mignon quand même, ce Ronflex dessiné par Arita, là, avec les baies qu'il est en train de s'ingurgiter. Mais force est de constater que c'est vrai qu'au niveau du prix c'est assez important. Alors pour moi il y a le Ronflex et le Mewtwo quand même, hein. Le Mewtwo X de Rocket Returns également, il est pas donné, il est vraiment pas donné, mais les deux cartes sont magnifiques, les deux sont illustrées par Arita d'ailleurs, et puis dans les ex de Team Rocket Returns on a plein d'autres qui sont très très belles aussi, hein. Moi j'adore le Farfuré, j'adore le Sulfura, j'adore le Entei, bref il y en a énormément à citer. En tout cas, 1380, c'est pas mal, hein. La carte se porte bien, elle est en forme, supérieure au précédent montant qui était parti pour 1290 $. Population de 75, donc ça reste une carte assez trouvable, même si encore une fois, pour du japonais, c'est pas énormissime non plus, hein. Répète encore une fois, le japonais est beaucoup plus facile à garder. Donc au niveau de la prévision, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idée-là. J'ai mis 1400, un petit peu plus que le prix actuel, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas de raison que ces cartes-là baissent, hein. Je vous le répète encore une fois, les ex du Block X, pour moi, c'est très très clairement sur ces cartes-là qu'il faut se positionner actuellement en japonais. Après, celle de Team Rocket Returns, celle de Force Cachée, donc Golden Sky, Silvery Ocean, des séries comme ça, elles sont déjà avec un prix très haut. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper appréciées et le prix est déjà très très haut sur ces cartes-là. Mais vous avez plein d'autres séries dans le Block X, hein, vous le savez très bien, et donc n'hésitez pas à rechercher un petit peu à droite et à gauche les illustrations qui vous plaisent, et vous avez de grandes chances pour que ces cartes-là restent quand même très très accessibles en japonais. On continue avec le magnifique Latias d'Altomar et illustration de Mitsuhiro Arita. Alors moi, c'est pas mon préféré, je préfère le Latios, mais les deux vont de pair, hein, de toute façon, les deux sont absolument magnifiques. Et ils sont toujours au même prix, en fait, hein, j'ai l'impression, ça fait 3 ans qu'ils sont au même prix, eux. Ils n'ont pas vraiment été impactés par la hype, ces deux cartes-là n'ont pas été impactées, j'ai l'impression, depuis 2020, ça n'a pas trop changé. On est toujours entre 800 et 1000 $, quoi, grosso modo, hein, ça change pas trop. Là, la dernière vente de Latias, c'était à 810 $, j'avais vu en PSA 10. Et cette fois-ci, celle-là part à 930. J'en ai déjà vu à 1000, comme j'en ai déjà vu à 800. Donc, tu vois, finalement, c'est pas une valeur sûre, mais on reste quand même sur des montants qui sont globalement similaires. Au niveau de la prévision, c'est pour ça que j'ai mis 950. Bon, peut-être qu'un jour, on passera définitivement les 1000 sur cette carte-là, mais c'est vrai que ça fait vraiment super longtemps qu'on est sur les mêmes montants, population de 378, donc cette carte reste quand même assez trouvable, même si l'illustration est tellement belle, tellement magnifique, tellement emblématique, que selon moi, c'est un must-have dans toute collection, véritablement. On continue avec le Mewtwo, hein. On parlait tout à l'heure justement des cartes qui étaient disponibles soit en deck, soit par d'autres moyens en japonais, mais qui n'étaient pas disponibles en série. Eh bien, ce Mewtwo Star en fait
également partie. Faut pas oublier que il n'y a pas que les ex du BlockX qui étaient disponibles pour certaines en deck dans le BlockX. On avait aussi le Mewtwo Star et le Pikachu Star. Les deux sont dans le gift set. Et donc ce Mewtwo Star, bien que ce ne soit pas une carte de série, eh bien elle commence mine de rien à prendre du poil de la bête. On se rend compte ces derniers temps. 1590$ pour une carte qui pendant très 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 longtemps valait même pas 200 ou 300$. Bon, c'est plus le cas depuis 2019-2020, on se l'accorde. Mais pour des gens qui sont là depuis 15-20 ans, croyez-moi, ça pique et on voit très vite la différence. Mais en tout cas, ce Mewtwo Star, rien n'enlève le fait que cette illustration est très très belle, que ce soit une promo, que ce soit une carte de série, de toute façon, ça ne change rien au fait que la carte est absolument magnifique. Illustration de Fukuda comme toutes les stars, avec la queue verte de Mewtwo. Très 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 stylé, j'ai toujours adoré cette illustration. Au niveau de l'historique, on était à 1470, là on est à 1590, donc quand même une montée pas énorme, pas fulgurante, mais vous voyez, à chaque fois ça prend un petit peu, quoi. Il y a eu une vente à 1002, ensuite une vente à 1350, une vente à 1470, et là maintenant 1590, tu vois. Donc ça va pas monter indéfiniment comme ça, il va y avoir une correction du marché évidemment, mais voilà, on est quand même sur une dynamique de montée, y compris sur des cartes qui ne sont pas des cartes de série. Voilà, donc c'est très important à noter ça dans le BlockX. C'est pas parce qu'une carte ne fait pas partie d'une série que ad vitam aeternam elle restera avec un prix très bas. Gardez bien ça en tête. Au niveau de la prévision, donc là je pense quand même que la correction du marché va avoir lieu maintenant, c'est pour ça que on va se stabiliser aux alentours de 1500. Et ben c'est tout, c'était la dernière carte les amis, incroyable. Vous voyez, je me suis tellement laissé prendre par cette présentation que finalement je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait 3/4 d'heure que nous sommes ensemble. Quand on s'amuse, eh bien on ne voit jamais le temps passer. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire eh bien, dans les commentaires les ventes qui vous ont le plus marqué parmi celles que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas à me dire également les ventes que vous auriez aimé voir, que j'ai peut-être loupé, ou tout simplement j'ai fait le choix de ne pas présenter dans cette vidéo, ça peut être le cas aussi. Sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, une communauté très très active avec une super ambiance. Abonnez-vous sur Instagram pour ne rien louper à ma collection, et puis on se donne rendez-vous sur Twitch aussi lors de mes lives qui ont lieu pendant l'été à des moments assez différents à chaque fois, même si normalement c'est mercredi, jeudi et vendredi soir, et puis sur YouTube, vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Allez, prenez soin de vous et bon été à tous. Ciao tout le monde.